Comment financer la création d'un animé? Déjà, vous devez savoir ce qu'est un comité de production. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, et pour vous la résumer, un comité de production, c'est un groupe d'entreprises qui réunissent de l'argent pour produire un animé. N'importe quelle entreprise peut y entrer et avec n'importe quel objectif, comme par exemple vendre des livres pour les éditeurs ou des CD pour une maison de disques. Mais quand tout le monde est réuni, ils devront préparer la production de l'animé. On appelle ça l'étape de planning. Cette étape est très importante car si elle est mal préparée, elle peut mettre le bordel pour la suite et mener l'animé à sa perte avant même qu'il n'ait commencé. Le meilleur exemple étant Alifuleta, où des décisions calamiteuses ont donné ce triste résultat. Par conséquent, comment les comités s'organisent, quels sont les sujets sensibles qu'ils négocient, et au fond, comment ça marche, un comité de production. Quand un animé est annoncé, c'est très rare que le comité soit déjà mis en place. L'initiateur du projet va donc devoir chercher d'autres personnes pour le créer. Il va préparer de belles présentations et va démarcher des sociétés qui pourraient être intéressées. Know your fucking place, trash! Ces partenaires, on peut les séparer en deux catégories. D'un côté, on a des compagnies créatrices de contenu, comme les fabricants de jouets et les éditeurs de jeux vidéo qui vont produire des œuvres dérivées de l'animé. Et de l'autre, on a les sponsors, des sociétés beaucoup plus grosses et qui n'ont souvent pas un pied dans l'animation. Eux, ce qui les intéresse, c'est la visibilité que va leur offrir l'animé pour vendre leurs produits, soit avec des publicités, soit avec des placements de produits, comme par exemple Pizza Hut avec Code Geass ou encore Mikasa avec IQ. Mikasa. What? Hi. Selon les projets, un certain nombre de sociétés va se manifester, et pour le coup, il n'y a pas vraiment de nombre à atteindre. Parfois, l'initiateur du projet se suffit à lui-même, comme le studio Science Saru avec Devilman Crybaby, alors que d'autres animés en sont bourrés, comme Minami Cycling, financé par des compagnies singapouriennes, thaï ou encore américaines. Une fois les compagnies intéressées réunies, elles vont devoir établir un partenariat et discuter de sujets passionnants comme les engagements, les litiges, la compta. Mais comme on parle principalement d'argent sur cette chaîne, ce qui va nous intéresser, c'est la répartition des droits d'exploitation. Alors pour faire simple, les droits d'exploitation d'une œuvre, ce sont les règles qui cadrent son utilisation. Et on en distingue deux principaux, le droit de modification et le droit d'exploitation à proprement parler. Concernant la modification de l'œuvre, les membres doivent décider du contenu de l'animé et de sa forme, ce qui inclut la durée de l'animé. Habituellement, un animé ça dure entre 12 et 24 épisodes, mais quelquefois ça peut être beaucoup plus. Le contenu de l'adaptation. Si les animés suivent souvent l'histoire du matériau de base, rien ne les empêche de prendre des libertés, comme sauter le début et adapter un arc spécifique, ou même créer des histoires inédites. Et enfin, la conclusion. Parce que quand un animé se termine, c'est souvent pas le cas de l'œuvre originale qui continue sa parution. Du coup, on a soit l'animé qui s'arrête à la fin de l'arc en cours, ou sur une fin totalement inédite. Mais quand l'animé adapte toute une œuvre, il n'est pas rare de carrément voir la fin de l'œuvre originale. Si pour le droit de modification c'est à peu près la même chose pour tout le monde, c'est un sacré bordel pour les droits d'exploitation. Tout d'abord, vous devez savoir que ces droits appartiennent à une société mère. Mais en formant un comité de production, elle va en céder une partie aux autres membres, et l'argent accumulé permettra de réunir le budget nécessaire pour l'animé. Mais oui, c'est clair! Les membres vont recevoir un droit d'exploitation de l'œuvre. Par exemple, un label musical pourra vendre des singles avec les génériques de la série. Mais le label ne touchera pas l'argent de ses ventes. Les revenus de tout le monde iront dans un pot commun et ils seront redistribués selon un ratio d'investissement. Et ce ratio, il est déterminé en fonction du montant investi au départ. En clair, plus une société a investi au départ, plus elle touchera de revenus. Et en classant les compagnies en fonction de leur mise de départ, on obtient la hiérarchie du comité. Quelque chose de très important pour deux raisons. La première, et vous l'aurez deviné, c'est la rémunération. Plus une société va prendre de risques, plus elle aura de chances de perdre beaucoup d'argent. Surtout qu'en termes juridiques, un comité de production, c'est une association à responsabilité illimitée. C'est-à-dire que chaque membre devra payer sa part, et même si l'animé est un flop. Et c'est pour ça que cette prise de risque est récompensée avec une rémunération plus forte. La deuxième raison de l'importance de la hiérarchie, c'est le poids décisionnel. Plus une entreprise sera vers le haut, plus elle pourra imposer ses revendications. Par exemple, un studio d'animation pourra exiger une liberté créative totale, une société de production un seiyū connu, ou une maison de disques un artiste spécifique. En résumé, plus une entreprise investira d'argent, plus elle pourra en gagner et faire ce qu'elle veut de l'anime.
D'ailleurs, cette hiérarchie, est-ce qu'on a un moyen de la connaître? Eh bien, oui. Pour ce faire, vous retrouverez dans la description un document qui répertorie les comités de production des animés depuis 2016. Et c'est un tableau intéressant à regarder parce qu'on peut y voir les tendances de certains gros acteurs de l'industrie. Par exemple, Crunchyroll qui se lance dans les adaptations de Webtoon, le fabricant de jouets Bushiroad qui produit les animés de ses propres licences, et pareil pour Kyoto Animation avec les titres de leur maison d'édition. Mais on y retrouve aussi quelques pépites, comme Furyu, un fabricant de jouets qui a misé sur Yorucamp, ou encore Bilibili, l'équivalent de YouTube en Chine, qui a financé Gleipnir. Même si ça peut arriver, ce genre de compagnie n'investissent pas le plus en temps normal. C'est soit une maison de production, soit un éditeur qui dépense le plus d'argent, grâce au fonds démentiel pour les premiers et la réserve de licences pour les seconds. Ce sont donc eux la plupart du temps qui choisissent les animés qui sortiront durant les prochaines saisons. テレビアニメ「日暮らしの泣く頃に」2020年7月放送開始。Une fois que tous ces éléments sont mis en place, la production peut démarrer. Enfin, presque. Le comité va nommer des producteurs qui à leur tour vont choisir un studio d'animation pour réaliser l'animé. Ce studio va choisir un réalisateur, il prendra connaissance du cahier des charges et organisera le processus en conséquence. Le budget lui sera distribué et le travail pourra commencer. À partir de ce moment-là, le comité a terminé sa mission principale. Par la suite, il se contentera de superviser l'avancée des travaux, avec les rapports des producteurs qui laissent carte blanche au studio. Parce que oui, la plupart d'entre eux n'y connaissent rien en animé. Au bout de la production, l'animé finira par être diffusé. Et une fois cela fait, le comité va pouvoir voir si les premiers chiffres de vente prédisent des millions de yens de bénéfices ou de pertes.